Steve est vivant, ou presque. Navigo sur iPhone. Scanner d'iris. De 599 à 30 000 $. Adieu Office. Vendredi 14 octobre 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 257. Bonjour à toutes et à tous. Un podcast inédit avec Steve Jobs interviewé par le sulfureux Joe Rogan, c'est podcast.ai, un premier épisode imaginé, fabriqué entièrement par de l'intelligence artificielle qui a cloné les voix, même si Joe Rogan lui est bien vivant. L'ensemble dure 20 minutes et en voici un extrait. It's always good to see you, buddy. I'm so happy you came on, man. Yeah, it's great to be on the show. Your audience is just so different from your normal Apple users, and that's a good thing. It's cool. I've got 3 daughters that are young, and I'm thinking about how to prepare them for this future world you're talking about. You need to make sure they know that they should never trust a computer. They can't throw out a window. It would be good to teach them how to do that. I want them to be able to throw out a Mac. Oh yeah, no doubt. This is not an anemic statement. I use a Mac, but I can throw it out the window. I do too. I throw my computer out the window every few years just to make sure it works. Thank you so much for doing this. I know that what you've told me has been amazing. It's been a personal dream of mine to meet you and to talk to you, and it's meant so much to me. You know, Joe, coming here today, I knew that there were 2 possible outcomes. Either we talk about things that were new to me, or we talk about things that were things you already knew a lot about. Today, we talked about things I didn't know a lot about, and that was really fun. That worked out well for me. Steve Jobs, ladies and gentlemen, good night. Bon Fabrice, les voix sont un peu métalliques, les rires sonnent totalement faux, mais la conversation, y a de quoi la prendre presque pour une interview réelle. Est-ce que tu trouves ça plus fascinant ou plus inquiétant ? Dans le cas présent, ni l'un ni l'autre, parce que j'ai trouvé que l'interview était pas très intéressante et qu'il y avait une vingtaine de minutes de poncifs et de pas de grandes idées. Et inquiétant, non, parce que c'est un outil. En fait, je pense que il faut essayer de se retenir d'être inquiété par les nouveaux outils. C'est la technologie dans toute sa splendeur. Quand je vais remonter et faire mon vieil imbécile, mais pour être poli, mais quand la télévision a commencé à rentrer dans les foyers, les gens mettaient un tissu devant l'écran parce qu'ils avaient peur que la télévision les regarde. Alors là, on peut être inquiet parce qu'effectivement, on peut reproduire les voix de tout le monde et donc faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ce qui est vraiment important, c'est l'usage qu'on fait des outils et pas l'existence même des outils. Parce qu'à l'inverse, par exemple, citons l'exemple de James Earl Jones, qui est un acteur américain qui a maintenant 91 ans, qui, parmi toutes les choses magnifiques qu'il a fait dans le cinéma, a fait la voix de Dark Vador en anglais. C'est pas lui qui jouait l'acteur, donc qui jouait on ne voit pas son visage quand son visage est découvert, mais c'est lui qui faisait cette voix très presque rauque, un peu comme celle que j'ai en ce moment. Il a vendu les droits de sa voix pour qu'elle soit numérisée et qu'elle puisse être reproduite dans les prochains épisodes de Star Wars et de toutes les séries qu'on voit sur Disney+, pour qu'on ait encore la voix de Dark Vador quand il apparaîtra. Ça sert aussi à ça. Donc je suis pas inquiet, je suis en revanche très vigilant pour qu'il y ait des instances qui fassent de la réglementation sur le sujet de l'intelligence artificielle en général, et ces instances existent, se mettent en place avec des gens particulièrement intelligents dedans, j'en connais, et je pense que il n'y a pas de raison que ce soit un problème plus que ça. Et cet épisode improbable, qui doit être suivi par d'autres sur le même principe, a pour but de promouvoir la start-up britannique Play.ht, qui est spécialisée dans le clonage des voix et les voix de synthèse. Le Pass Navigo, qui sera disponible sur Android à partir de ce lundi 17 octobre, doit arriver sur nos iPhones entre juin et septembre 2023. Laurent Probst, le directeur général d'Île-de-France Mobilité, l'a confirmé à Numérama. Apple aurait demandé à ce que des portiques de la RATP lui soient envoyés à Cupertino pour que ses ingénieurs puissent tester la dématérialisation du pass sans contact dédié au transport en commun en Île-de-France, et ce, même avec un iPhone éteint ou à court de batterie.
Les tickets à l'unité, les carnets de tickets et les forfaits à la journée pourront être stockés dans le wallet et payés avec Apple Pay. En revanche, pour les abonnements à la semaine ou au mois, il faudra utiliser l'appli IDF Mobilité. Il ne devrait pas être possible au lancement d'aspirer le contenu d'une carte physique pour s'en débarrasser sur son iPhone. Le double du pass Navigo devrait aussi être disponible sur Apple Watch au lancement, Fabrice. Ouais, c'est drôle. Alors du coup, on trouve déjà des montages photos où on voit Craig Federighi avec des portiques de la RATP dans les labos d'Apple. Ça m'a fait hurler de rire, j'ai trouvé ça excellent. Ça doit être à peu près ça, cela dit. Oui. Je trouve ça, ça me fascine. Apple qui dit on a besoin de 3-4 portiques pour faire des essais, la RATP les envoie forcément, enfin, j'imagine. Mais bien sûr, monsieur et madame Apple, on va faire ça pour vous. Ce qui est bien, alors ça prend du temps, ce qui est dommage c'est que ça prenne autant de temps, mais que ce soit intégré à l'appli carte, c'est ce qu'il y a de plus logique, comme on peut avoir les cartes de paiement, les cartes de fidélité dans des magasins, des choses comme ça. C'est là que ça doit être. C'est le nouveau nom de l'appli Wallet. Hein. L'appli carte, c'est ça. Voilà, j'ai hâte de pouvoir utiliser ça. Aujourd'hui, quand je vais à Paris et que j'utilise ça, j'ai un pass Navigo que je peux au moins, comme on fait, j'imagine tous, recharger grâce à l'iPhone. Mais ensuite, c'est le pass Navigo, la carte indépendante qui doit être utilisée. Bon, petit à petit, voilà à quoi ça peut servir aussi un iPhone, de plus en plus indispensable. Et bientôt aussi avec la carte d'identité française numérique, comme tu nous en as parlé. Voilà, on va bientôt vraiment pouvoir se passer de son portefeuille, j'ai hâte. Et on reparle des caractéristiques du casque de réalité mixte d'Apple qui reposerait notamment sur un scanner de l'iris afin d'authentifier l'utilisateur et de valider les paiements. Et donc un équivalent de Face ID, technologiquement complètement différent, intégré dans le casque, qui permettrait aussi de le partager en étant reconnu immédiatement. The Information a eu accès à 2 ingénieurs qui auraient travaillé sur le projet. Ils confirment notamment les 14 caméras évoquées ces derniers mois, contre 10 caméras sur le MetaQuest Pro de Meta tout juste annoncé par Mark Zuckerberg. Le design du casque d'Apple sera aussi relativement différent. La comparaison avec un masque de ski est à nouveau utilisée. Autre confirmation, la présence d'un écran sur la face avant qui restituerait les expressions du visage de l'utilisateur à l'intérieur du casque. Mais revenons au scanner d'iris, Fabrice. Il serait issu de l'acquisition par Apple en 2017 de la start-up allemande Sensomotoric Instruments. Ça se précise ce casque peut-être, dirait-on, ma foi. Alors on dirait, en tout cas, l'ajout de toutes ces technologies mises ensemble, ça fait quelque chose d'intéressant. Je te raconte pas le prix, parce que le MetaQuest Pro, c'est donc $1 800, 1 800 €. Et donc là, des caméras en plus, un écran sur le devant, et qui soit miniaturisé, etc. On va donc arriver aux 2005 ou $3 000 dont on parle depuis si longtemps. Donc ce sera évidemment pas un produit grand public. Après... on imagine bien à quoi ça peut servir, toutes ces choses-là, vraiment à la Apple, quoi. Si effectivement on peut être reconnu automatiquement simplement en l'enfilant, ça donne envie parce que c'est ça qu'Apple sait faire justement. Voilà. Donc on peut imaginer ça, mais donc déjà le MetaQuest Pro, ça fait éternuer. Celui-là, ça va être costaud. Hein. Alors amis développeurs, faites des économies. Mais cet écran qui sera donc visible par ceux qui seront en face de nous, c'est assez étonnant comme idée. Faut voir à quoi ça peut servir, je sais pas trop, parce que en plus je suis un peu perplexe, parce que même si ça reproduit les expressions du visage, quand on a le casque sur les yeux, on va pas voir les gens qui sont autour de nous dans la pièce. Donc de toute façon, on va pas les regarder dans les yeux, un peu de la même façon que quand on fait de la visioconférence, on a du mal souvent à regarder la caméra et donc on regarde pas les gens avec qui on parle dans les yeux non plus. Moi, j'ai du mal à voir à quoi ça peut servir. Ça me rappelle il y avait une nouvelle fonction dans FaceTime qui a finalement disparu où l'iPhone était censé replacer les yeux justement en face. Et donc déplacer les yeux avec, je sais pas, de l'intelligence artificielle, puisque de toute façon c'est toujours ça qui fait tout ça. Et cette fonction a été enlevée parce que a priori ça marchait pas suffisamment bien et ça donnait un regard totalement fou. Et c'était beaucoup plus dérangeant finalement que de ne pas se regarder totalement dans les yeux.
Là, en l'état, je sais pas à quoi bien ça peut bien servir. Je me dis peut-être que ce serait plutôt aussi intéressant d'avoir quelques messages qui seraient sur cet écran pour dire justement aux gens qui sont autour, je ne suis pas en train de vous regarder, n'ayez pas peur. 30 000 $, c'est le prix auquel un iPhone 2G, le tout premier iPhone de 2007, encore dans sa boîte d'origine cellophanée, et vendu 599 $ hors taxe à l'époque, pourrait partir. Ça se passe sur le site de LCG Auctions. La mise à prix était à 2500 $ pour cet iPhone 8 Go. Déjà 16 enchères à l'heure où on se parle, Fabrice, on est à 10 446 $. Bon, ça donne presque des regrets de ne pas en avoir gardé un au chaud dans notre placard. C'est un peu vrai. Alors, ce que je trouve fascinant là-dedans, je me posais cette question il n'y a pas très longtemps en regardant quelqu'un passer devant moi dans une voiture ancienne. Et c'est d'essayer de déterminer le moment qui fait qu'un objet passe de vieille croûte à chose représentante d'une époque. Et donc pour les téléphones, les smartphones, ça va plus vite qu'une voiture, évidemment. Mais enfin voilà, dans les années 1960, avoir, je sais pas moi, une 4 chevaux Renault, c'était formidable. Et puis dans les années 70, c'était une voiture pourrie qu'il fallait jeter. Et puis on arrive aux années 2000, vite, il faut retrouver des 4 chevaux Renault. Et là c'est pareil. Alors moi je suis pas très impliqué là-dedans. Payer 30 000 $ pour un premier iPhone, je vois pas bien l'intérêt. Ça a été quand même un produit de grande consommation. Donc en fait c'est pas difficile à trouver. Donc je comprends pas tellement l'engouement pour ce genre de choses-là. Mais voilà, en tout cas, ça me fascine d'essayer de déterminer le moment où quelque chose devient de nouveau intéressant et recherché. Et la fin des enchères, ce sera ce dimanche à 23h heure française. Ne dites plus Microsoft Office, mais Microsoft 365. L'appellation Office va officiellement disparaître du côté de Redmond. Et c'est une page d'histoire qui se tourne, Fabrice. Alors c'est vrai, parce que Office, ça fait donc des dizaines d'années que ça existe, mais j'ai envie de dire enfin un choix de nom de la part de Microsoft qui a du sens. Parce que je parle régulièrement des vrais gens que je côtoie dans ma profession, et j'en ai encore plein qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire Office. Les vrais gens, Office, ça leur dit rien du tout. Microsoft, ils connaissent le nom. Microsoft 365, j'ai toujours trouvé que c'était un nom bien choisi parce que 365 jours de l'année, ça évoque plein de choses. Mais il y a plein de gens qui confondaient et confondent toujours Office, Windows, Microsoft. Ah mais je comprends pas, j'ai installé Microsoft et je peux pas ouvrir Word. Bon, c'est des phrases que j'ai entendues tellement de fois depuis tant d'années. Donc je pense que c'est une bonne décision de la part de Microsoft. Et puis voilà. Rappelons alors. En revanche, ce qui est moins facile à comprendre, c'est que quand on est sur un iPhone, un iPad, on peut installer l'application Office et qui va donc devenir Microsoft 365. Et on peut aussi installer les applications Word, Excel et PowerPoint. Parce que, alors même que l'application Office qui devient Microsoft 365 permet d'ouvrir les fichiers Word, Excel et PowerPoint. Donc là, ça devient moins simple. Pourquoi avoir plusieurs applications qui font la même chose ? Microsoft a encore un petit peu de progrès à faire dans le domaine. Et puis si vous êtes sous iOS 16, sachez que les toutes dernières mises à jour proposées par Google pour Google Maps et Google Search ajoutent les 2 derniers widgets promis pour votre écran de déverrouillage. La quotidienne iWeek revient lundi.